Donc je répète, je suis chargé de la coordination des politiques numériques à la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture depuis 3 ans maintenant. Et c'est vraiment en travaillant sur ces sujets numériques que je me rends compte que je ne cesse de rencontrer ces questions d'organisation du travail et de management en permanence, dans tous les sens, que ça concerne la création, que ça concerne la partie organisationnelle des lieux de création et diffusion en général. C'est une question qui revient systématiquement et qui, de ce fait, m'a intéressé de plus en plus. Elle s'est posée déjà bien avant que j'arrive au ministère. Pour vous raconter très brièvement l'histoire, mais je crois que ça peut avoir son intérêt ce matin. J'ai commencé comme auteur, disons, de théâtre au sens classique, et puis j'ai commencé à écrire des textes numériques. Et dès ce moment-là, il a fallu mettre en place des formes d'organisation, en l'occurrence du travail artistique, qui étaient très atypiques par rapport à ce que je pouvais voir autour de moi dans le monde du théâtre. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça me paraît important de souligner que c'est vraiment là que j'ai découvert, et de manière extrêmement pratique, et je dirais naïve, au sens où c'était vraiment des problèmes pratiques qu'il s'agissait de résoudre au fil de l'eau, que les choses ne pouvaient pas du tout se traiter de la même façon, avec le même, disons, flux ou process de travail, si on veut employer ce terme très managérial, pour désigner le travail de création et de production. Alors, une expérience peut-être que je vais essayer de vous décrire un peu plus précisément, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être et qui s'est appelé les sondes. C'est quelque chose qui a eu lieu à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon pendant quelques années. Et c'était en gros l'idée de réunir des artistes, des techniciens, des professionnels de la culture pendant une période donnée, typiquement entre 1 semaine et 3 semaines. La Chartreuse, comme vous le savez certainement, est un lieu avant tout de résidence, et donc qui a des capacités d'accueil d'équipes relativement importantes, avec aussi des possibilités de création et de production réelles. Et donc l'idée de ces sondes, c'était de réunir ces différentes personnes, parfois des groupes relativement importants, de plusieurs dizaines, afin de se poser des questions en lien avec le numérique et la création. Pour vous donner un exemple d'une des thématiques qui a été choisie, c'était celle de l'actualité. Donc c'était reposer une très vieille question du théâtre, qui est comment est-ce que le théâtre peut traiter de l'actualité du monde, qui aujourd'hui est, disons, largement l'apanage des médias de masse, disons, comme ça, et puis évidemment des réseaux sociaux et d'Internet. Mais comment est-ce que le théâtre peut se réapproprier cette question ? Et donc on savait au début de cette sonde qu'on avait des moments de présentation publique aux heures des journaux télévisés, donc 7h du matin, 13h, 20h, et puis le journal du soir. Évidemment, le journal de 7h du matin est tombé sur moi. Et c'était particulièrement passionnant, parce qu'on sentait bien que pour se poser cette question, on avait besoin de travailler d'une manière... on avait besoin. En tout cas, c'était très intéressant de travailler ensemble d'une manière complètement inédite pour nous, où tous les artistes parlaient, où il n'y avait plus la notion, disons, d'auteur qui isolément produisait son texte pour le donner ensuite à un metteur en scène, qui ensuite travaillait au plateau avec un scénographe, des acteurs, etc. Mais que tout cela se mélangeait, et qu'il y avait des nouveaux venus très importants dans ce cadre, c'était les codeurs, même si à l'époque c'était quelque chose d'encore assez limité dans ce cadre-là. Mais donc, en changeant ce rapport au temps, disons, du théâtre, pour le dire rapidement, parce qu'il y avait cette donnée de l'actualité vraiment immédiate, au sens de, on parlait de ce qui se passait le jour même, tout de suite, le mode d'organisation de ce travail-là changeait, et c'était quelque chose de très fertile, vraiment très intéressant, qui aujourd'hui encore, je crois, a marqué un certain nombre de participants, aussi, comme vous l'imaginez, de très expérimental, de très dangereux, de parfois complètement raté, etc. Mais qui était extrêmement riche en termes de rencontres, de pollinisation, je dirais, des idées. Et que moi, dont je vois encore des traces, en fait, circuler aujourd'hui, disons, 6 ou 7 ans après. Donc ça, c'était une expérience, pour moi, c'était un peu la première fois où je rencontrais, de manière assez forte, une manière de mettre en place les choses qui était très, très différente de ce à quoi je m'attendais, et qui s'enracinait dans une pensée théorique relativement importante. Et en l'occurrence, pour le dire très rapidement, c'était très lié à McLuhan et à l'idée que le numérique, en tant que média, nous concernait beaucoup plus que comme un simple outil, mais aussi et surtout comme
un environnement, un milieu qui modifie profondément notre imaginaire et donc tous nos modes de relation. C'était ça un peu le trait commun de tous ces événements-là. Alors je referme cette parenthèse et cet exemple. Et maintenant, on est donc dans le cadre du ministère de la Culture. Et quand je suis arrivé à la DGCA, donc pour situer très très rapidement les choses, à la Direction Générale de la Création Artistique, on est environ 200. Et je suis le seul qui ait pour mission de s'intéresser aux politiques numériques. C'est pas le cas dans l'ensemble du ministère. Il y a la principale force numérique du ministère se situe au secrétariat général, pour ceux qui connaissent la géographie un peu compliquée du ministère de la Culture, où il y a une vraie équipe au département de l'innovation numérique. Mais sinon, dans les directions générales, on est très très peu à suivre ces projets. Et évidemment, à la DGCA, très très vite, je me suis retrouvé complètement dépassé par l'ampleur du sujet. Avec la seule force de travail et les moyens qui étaient les miens. La théorie de ce système-là étant que ça se fait de manière transversale avec les autres équipes, mais c'est quelque chose qui était, disons, extrêmement variable quand je suis arrivé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Ça reste, disons, une situation un peu spéciale, hein, où les sujets sont évidemment immenses et sont surtout en expansion. Et ce que j'ai vu tout de suite comme difficulté d'organisation, c'est premièrement... Alors moi, je ne connaissais pas du tout le milieu des ministères, et je m'imaginais extrêmement naïvement que dans un ministère, on disait qu'il fallait que quelque chose se passe, et on disait qu'il fallait que ça se passe, et ça se passait, quoi. et donc ça, très 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 vite, je me suis rendu compte que ça ne marchait vraiment pas du tout. Et que de là où je suis, donc, ce que je peux faire, c'est un travail d'animation, c'est un travail d'entraînement, de dynamisation, d'évangélisation, diraient certains. Mais c'est jamais la situation où je vous dis qu'on va faire ça, et il va se passer ça. Ça marche vraiment absolument jamais. Donc c'est toujours une position de dialogue, et c'est en fait d'ailleurs évidemment beaucoup mieux comme ça, et beaucoup plus intéressant et dynamique, évidemment. Donc ça, c'était, je dirais, la méthode c'est là où on sent les petits signes, où on se dit, le numérique, ça pose une question assez importante à ce type de système très hiérarchisé. On pourrait l'appliquer à des choses plus techniques, hein, comme des documents administratifs, où il est question d'indicateurs, où il est question de stratégie d'établissement, etc. Et souvent, ce qu'on observe, c'est un décalage entre l'aspect administratif et ce qu'on peut en retirer de ces documents-là, qui peuvent avoir leur utilité néanmoins, et ce qui se passe réellement. Et parfois, il y a des décalages très importants. Donc, par exemple, dans le sens positif, un décalage très important, c'est un établissement dont je vais avoir du mal à citer des noms très précises, mais disons un établissement important qui bâcle complètement sa stratégie numérique sur 3 lignes, et bon, il n'y a rien, et en fait qui après déploie un énorme projet national, plus vraiment, enfin, dont on peut débattre par ailleurs, mais qui est très dynamique, disons, sur le plan numérique, et d'autres établissements qui font du remplissage de feuilles sur le sujet, puis derrière, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, donc c'est juste pour dire qu'il y a toujours ce genre de questions posées au process administratif, entre ce qu'on peut lire sur le papier et ce qu'on voit sur le terrain. Donc sur le numérique, c'est très net. Alors, une question que je me suis posée à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour pour introduire plus de mouvement sur ces questions. Et il m'a semblé que, par exemple, une chose qu'il fallait essayer de rechercher, c'était un endroit où on pouvait travailler de manière pratique, appliquée, c'est-à-dire essayer de produire des solutions concrètes, dans une logique de recherche, vraiment, de développement, d'invention, et de manière relativement prolongée dans le temps. Or, au ministère, on avait l'habitude, et on a l'habitude de faire soit évidemment des marchés publics, que vous connaissez bien, et qui, par définition, ne peuvent pas être innovants, puisqu'il faut qu'il y ait un lien d'homothétie entre le cahier des charges et ce qui va être livré à la fin. Donc, entre les deux, en principe, il n'y a pas d'espace. Et puis, disons tout à fait à l'autre bout du spectre, ce que je voyais, c'était qu'on pouvait faire des très bons colloques universitaires, parfois très inventifs, très utiles aussi, hein, très imaginatifs, mais qui débouchaient rarement sur des choses très concrètes, en tout cas dans l'immédiat. Et donc, je cherchais quelque chose d'un peu moins long terme, on va dire, que cette dernière solution-là. Et une des occasions qui s'est présentée, c'était d'un projet avec l'école 42 qui s'appelait Matrice Art, et qui essentiellement était reposé sur l'idée de faire se rencontrer
les codeurs de l'école 42, qui est cette école de développement informatique que vous connaissez sûrement, qui a été créée par Xavier Niel, et qui correspond à un modèle pédagogique et d'organisation extrêmement particulier. C'est une école où il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de profs. L'idée étant que dans ce monde-là du développement informatique, au moment où vous devenez spécialiste d'un type de code et que vous pouvez donc commencer à l'enseigner, il y a d'assez bonnes chances que vous soyez déjà en fait un peu en retard sur ce qui est en train de se faire. Et donc, ça n'a pas de sens. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une équipe pédagogique qui produit des modules. Ces modules sont donnés aux étudiants sous la forme d'un système qui est très gamifié, pour employer cette métaphore-là. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux à franchir. Et vous vous débrouillez complètement. Moi, je suis inscrit à l'école 42 un peu pour tester. Évidemment, je suis un très mauvais élève. Mais donc, quand on a un sujet à faire, on demande au type qui est assis à côté à la table, on va chercher sur Internet, enfin, on triche, enfin, voilà, on se débrouille, mais on essaye de remplir la mission, et ça devient évidemment de plus en plus difficile. C'est un système qui apparemment est assez efficace. En tout cas, pour le moment, ils ont une réputation assez forte. Parfois, on entend des choses là-dedans qui font un peu siffler les oreilles sur le... Enfin, c'est des propos, je dirais, fortement, disons anarchistes, on peut dire ça comme ça, sur... mais l'école, c'est complètement bidon, le rapport professoral, ça peut jamais marcher, etc. Enfin, c'est très radical parfois comme discours, et moi, je n'adhère pas à tout. Mais en tout cas, c'était une expérience très intéressante, et on se dit, là, il se passe quelque chose, clairement. L'idée, c'était de mélanger ces étudiants-là à des étudiants d'école supérieure d'art, en l'occurrence les arts déco, et puis les beaux-arts de Cergy, pour produire des projets culturels numériques. Et ça a commencé par une semaine, disons, de type hackathon, semaine de créativité, de rencontres, où on a fait venir un certain nombre de professionnels du secteur culturel. Et cette rencontre a été, je crois, intéressante pour ensuite alimenter l'ensemble de cette aventure-là pendant 1 an. Et en fait, aujourd'hui, les projets continuent sous diverses formes. Et d'ailleurs, en ont déclenché d'autres. Et donc ça, c'était un projet qui, disons, à l'échelle des pratiques de la DGCA, était relativement inhabituel, qui est loin d'être parfait, qui est loin de résoudre toutes les questions, mais qui a, je crois, créé une dynamique intéressante pour beaucoup de collègues qui, notamment, se sentaient, par exemple, exclus par les questions numériques, et qui, là, pouvaient se trouver à parler directement avec des codeurs, concrètement, à proposer des idées qui étaient implémentées, qui étaient testées rapidement, et qui, depuis, m'en parlent, je crois, comme un moment qui, pour eux, a ouvert, disons, des nouvelles possibilités, a aussi démythifié un certain nombre de choses qui leur paraissaient fermées. Donc voilà, ça, c'était juste pour vous faire très rapidement, et en enlevant beaucoup de choses, un très rapide résumé de la manière dont ces questions d'organisation se sont prêtées, sont un peu apparues dans le cadre de mon travail personnel dans diverses situations, et notamment récemment au ministère de la Culture. N'hésitez pas à m'interrompre, évidemment, si vous avez la moindre question, réaction, ou si je vais trop vite ou trop lentement. Alors, toutes ces questions se soulevant de manière de plus en plus dense, eh bien, j'en suis venu à m'intéresser aux questions d'organisation, et je m'empresse de dire, avant de poursuivre, que ce que je vous dis, c'est un peu naïf, j'en ai conscience, dans le sens où il y a beaucoup de livres que je lis sur le sujet aujourd'hui, que j'étais universitaire pendant une vie antérieure, et il y a beaucoup d'alarmes qui s'allument un peu partout en lisant ces livres de management, etc. Parce que je crois il y a beaucoup de militantisme dans le meilleur des cas, et parfois un peu de coloration de la réalité. Donc je garde mon esprit critique, mais je vous fais part un peu de mes lectures et de mes impressions là où j'en suis, mais ce sont vraiment des questions bien plus que des réponses. Il faut que je parle plus près. Alors, j'ai choisi, parmi d'autres, il y en avait d'autres, mais j'ai choisi un livre qui s'appelle, en français dans le texte, parce que c'est vraiment la traduction française, mais qui s'appelle Reinventing Organizations, de Frédéric Laloux. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Ouais. Ça m'intéresserait beaucoup, du coup, d'avoir votre avis sur la question. Il y en a d'autres, Catherine, on en parlait. C'est une catégorie un peu de livres, disons, de management, on pourrait dire, management de l'innovation. Disons que la difficulté méthodologique, vous voyez, je commence déjà à mettre un peu des précautions. La difficulté méthodologique, c'est que ces auteurs-là, qu'ils le veuillent ou non,
atteignent, dans le meilleur des cas, une sorte de statut un peu de gourou de l'innovation, vous voyez, enfin, deviennent une sorte de personnalité en ligne, etc. Et ça devient une sorte de business, hein, de coaching, etc. Et donc évidemment, on sent bien qu'ils ont intérêt un peu à vendre leur modèle, à faire rêver, à créer un engouement, plus qu'à le critiquer. Hein. Ça, c'est tout à fait clair. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre avec une certaine distance. Ça va au niveau du son, ou j'ai l'impression maintenant de hurler dans le... Voilà, donc ça s'appelle Reinventing Organizations vers des communautés de travail inspirées. Et alors ce qu'il fait, c'est une sorte d'analyse. Alors moi j'étais historien donc, dans cette vie d'universitaire, donc ça commence très mal parce qu'il commence par faire une analyse historique des organisations. Et donc il a un classement par couleur, vert, bleu, orange, etc. La plus avancée étant opale. Et donc il dit en fait à chaque période de l'histoire, donc il y va franchement, c'est-à-dire qu'il commence à la préhistoire, etc. Enfin c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Et il dit à chaque période de l'histoire correspond un type d'organisation qui est efficace de manière optimale par rapport à un état social, politique, économique donné. Bon. Et il dit par exemple, il y a un moment de l'histoire où l'organisation hyper, disons, structurée, hiérarchisée, pyramidale, avec des codes de transmission des informations extrêmement précis, des process très rigides. Si vous pensez à une organisation qui me concerne, c'est un hasard purement fortuit. Et il dit ça, par exemple, c'est efficace à un certain moment de l'histoire, c'est novateur, et donc ça prend le pas sur les autres, hein, c'est efficace, mais aujourd'hui, évidemment, ça ne l'est plus. Et un des facteurs de ces modifications, c'est le numérique, mais le numérique, pas seulement au sens des outils, même s'ils sont extrêmement importants, et il ne faut d'ailleurs pas dire c'est juste des outils, parce que c'est plus que ça, mais c'est clair que quand on a un réseau social d'entreprise, je vais en reparler un tout petit peu plus tard, eh bien c'est un outil qui, à un moment, peut paraître anodin, et quand on s'en sert vraiment, eh bien, n'est plus anodin. Hein, ça va poser des vraies questions à l'organisation, à certains postes, etc. Mais qui, au-delà de la question des outils, part vraiment de la question de l'imaginaire et de la culture numérique et du type de relation que ça tisse. Et c'est vraiment cette question de la culture numérique qui, je crois, est au centre et qui rassemble d'ailleurs un peu tous les différents sujets que moi j'ai pu rencontrer dans mon parcours. Alors, il y a un stade, disons, très contemporain qui est le stade orange. Je ne vais pas m'appesantir, mais en gros, ça désigne à la louche la Silicon Valley et des entreprises qui valorisent fortement leur force de travail et leurs employés. Alors, on connaît tous ce qu'on voit dans les médias sur Google et les tables de ping-pong et les poufs et les cafétérias avec des chefs 3 étoiles, etc. Et les X% de votre temps professionnel que vous pouvez consacrer à un projet qui vous est propre. Donc Google, par exemple, Facebook, etc. Donc ça, c'est très clair qu'aujourd'hui, ces entreprises-là ont une politique simplement d'attraction des meilleurs talents dans leurs différents domaines, qui est extrêmement proactive, hein, et qui passe donc par une vie quotidienne qui est très, disons, encadrée par ce qu'ils appellent maintenant des Chief Happiness Officers, qui est un terme que moi je trouve très profondément angoissant, mais ça c'est personnel. On sait aujourd'hui, par exemple, que Amazon, systématiquement, va démarcher très très tôt dans les grandes universités américaines, à des salaires très très attractifs, les meilleurs étudiants. Enfin, donc tout ça, c'est des politiques extrêmement structurées. Donc, on essaye de mettre en place pour eux tout un mode de vie, disons, extrêmement, je suppose, agréable, attractif, etc. Cependant, dans sa description, alors on voit bien qu'il y a là une notion de politique RH qui est assez éloignée de ce que je pense nous pouvons tous connaître, dans le sens où vraiment chacun est très valorisé. Il y a une attention en théorie, parce que franchement je connais des exemples personnels de gens chez qui c'est quand même des entreprises aussi comme les autres et ça peut se passer plus ou moins bien, mais en tout cas voilà, il y a cette valorisation en tout cas énoncée de la force de travail et des gens qui travaillent là. Mais je ne pense pas qu'en termes d'organisation fondamentale, ça soit la plus, disons, novatrice. Enfin, il y a par exemple un poids, notamment, parlons-en du manager et du chef, qui est extrêmement prégnant, extrêmement fort. Et d'ailleurs, on voit évidemment ces grandes personnalités médiatiques. Et puis, il y a le stade encore plus avancé, selon lui, hein, toujours, qui est le stade dit opale,
Et là, c'est un peu de ça dont je voudrais qu'on parle. Je vous le lance un peu comme idée. C'est essentiellement un système où il n'y a pas de chef au sens où on a l'habitude, nous, d'en connaître. Il part d'une idée assez intéressante qui est qu'en général, il dit on a deux manières de concevoir la prise de décision en groupe. Soit c'est un chef qui décide, soit c'est une décision consensuelle. Il dit c'est un peu les deux manières de voir. Donc, soit le chef, soit la démocratie complètement transparente, consensuelle, et qui donc, évidemment, quand on entend consensus et qu'on pense à nos milieux de travail, on sent bien tous que c'est quelque chose de totalement, qui paraît intégralement utopique. Enfin, on se dit qui ne peut pas marcher. Donc on revient au chef. Et lui, ce qu'il a cherché, ce sont différentes entreprises de par le monde qui ont mis en place un autre modèle qui repose essentiellement sur la consultation, sur le fait de demander l'avis aux autres membres pertinents de l'organisation avant de prendre une décision. Et ce système, essentiellement, c'est, dans sa manière, disons, la plus poussée, c'est de dire que n'importe qui dans l'organisation peut enclencher une action, y compris parfois des actions assez importantes. Et il y a des exemples assez spectaculaires, par exemple, d'un ouvrier qui modifie complètement un process de travail sur une chaîne ouverte. Donc, ce n'est pas seulement les services, ce n'est pas seulement des endroits comme l'éducation ou la santé, etc. Là, on est vraiment sur des cols bleus, sur des ouvriers. Et tout d'un coup, il y a un ouvrier qui dit bon, ben moi, la livraison de ma fourche de boîte de vitesse à Volkswagen, en fait, je vais complètement changer je vais faire 500 000 € d'investissement et je vais changer complètement la manière de travailler. Donc, mais ça, il le fait. L'idée du système, c'est qu'il le fait dans un cadre très précis. C'est ça, en fait, qui est intéressant, je pense. C'est que ce sont des organisations qui réfléchissent à la mise en place d'un cadre, d'un processus. On respecte ce processus de consultation interne et ensuite, on décide de manière très, très décentralisée. Donc le principe, vous l'avez compris, mais c'est que si vous voulez lancer un projet qui vous semble utile, vous allez consulter un certain nombre de personnes de manière relativement codifiée. Donc vous êtes obligé de consulter au minimum tant de personnes, au minimum tant de personnes de tant de services différents de l'entreprise. Vous allez voir tous ces gens-là, vous allez leur parler de votre projet. Ils vont vous donner leur avis, leur réponse. Et ensuite, en votre âme et conscience, vous allez décider. C'est ça le principe. Et donc, comme vous le sentez, l'idée fondamentale ici, c'est que dans ce processus, on va éviter les accidents industriels majeurs, c'est-à-dire que l'idée, c'est de... Alors là, je vous fais un peu la légende rose, mais c'est que dans un cadre, disons, rationnel, on va entendre les avis négatifs, on va entendre les dangers potentiels, et donc on va modifier son idée initiale en fonction des retours qu'on a. On va avoir évidemment des désaccords, mais on va choisir en toute responsabilité d'en tenir compte ou pas, d'arrêter peut-être complètement l'idée, de la modifier ou de la garder en l'état, selon. Et ensuite, de manière responsable, on va la faire passer dans les faits et enclencher l'action en question. Donc ça, c'est ce qui réunit toutes les entreprises qu'il est allé observer. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit assez nettement, mais là, on n'est plus du tout dans le champ culturel. C'était un peu l'idée de l'intervention de ce matin. Tu m'avais demandé un peu de sortir un peu plus largement. Alors je vais prendre un exemple, peut-être. Tu me dis si c'est trop long, mais j'aurais aimé parler un exemple. Oui. Et les critiques, on fait après les critiques. Okay. Alors l'exemple dont je voudrais vous parler, qui est cité dans le livre, c'est une entreprise de soins à domicile qui s'appelle Boertsorg et qui travaille aux Pays-Bas, qui a été créée en 2006. Alors dans un contexte un peu particulier, pour faire l'histoire très rapidement, aux Pays-Bas, historiquement, il y avait une infirmière par quartier. Depuis le 19e siècle, le système de santé était organisé par cette présence à proximité d'infirmières. Donc il y a une histoire. Je pense que d'ailleurs, ça c'est probablement un des critères importants, c'est ce fond historique. Ça change sans doute beaucoup de choses. Et puis, dans les, disons, 40-50 dernières années, de manière assez logique, on pourrait dire, les associations qui fédéraient ces infirmières se sont regroupées. Donc on est passé, je crois, de 500 organisations assez rapidement à 50. Donc elles se sont beaucoup centralisées. Et de fil en aiguille, évidemment, quelqu'un s'est dit une fois,
En fait, moi, je vois que j'ai une infirmière, quand elle est malade ou en vacances, elle ne peut plus aller aider monsieur un tel à tel endroit. Et donc, il vaudrait mieux que j'ai un système où j'ai un pool, une équipe d'infirmières, que je vais envoyer plutôt sur une base de planning centralisée. Donc, ils ont commencé à mettre en place en fait, des fonctions support. Donc, planning centralisé, admission centralisée, politique de recrutement centralisée, politique des salaires centralisés, etc. Vous voyez où je veux en venir. Hein. Donc, ils ont recréé, en quelque sorte, de manière rationnellement assez logique, hein, pour faire des économies d'échelle et pour assurer une meilleure gestion, une organisation centrale de fonctions support qui a pris de plus en plus de poids, si bien que progressivement, ces infirmières se sont vues soumises à un système où on a commencé à minuter leurs interventions. Donc, si tu fais une intraveineuse, tu as 12 minutes. Si tu fais telle ou telle prise de tension, tu as 5 minutes, etc. Donc là, on parle de choses maintenant, je dirais c'est le lot commun de nos grandes entreprises nationales aujourd'hui, hein, ce genre de système. Et puis, on est même allé vers des choses un peu plus extrêmes, puisque nécessité économique faisant loi, on a commencé à demander à ces infirmières de vendre certains produits médicaux. Et donc, peu à peu, une crise très importante d'identité est apparue dans cette organisation. Et ces infirmières qui se réclamaient de cette culture de proximité très ancienne devenaient en fait des sortes de représentantes commerciales qui ne connaissaient plus du tout leurs patients et qui ne se retrouvaient plus dans le job qu'elles faisaient. Sur ce, un de ces infirmiers crée cette nouvelle organisation qui s'appelle Bourse.org. Et le postulat de base, c'est de dire on va complètement faire sauter l'organisation centrale. On va donner le pouvoir à des équipes territorialisées locales de 10 à 12 personnes maximum absolu. C'est-à-dire, si vous passez au-dessus de 12, vous vous subdivisez comme des cellules. Et on va donc éliminer quasiment complètement les fonctions support. Donc aujourd'hui, c'est un groupe de 7000 infirmières pour 30 personnes au siège. Il n'y a aucune forme d'autorité extérieure à la cellule territoriale qui peut prendre une décision à leur place. Donc il y a des coachs régionaux dont la fonction est de faire circuler l'information, notamment à l'aide d'un réseau social interne, mais ils ne peuvent jamais se substituer à la décision locale. Et donc toutes les décisions majeures sont toujours prises par l'équipe de 12, sans chef. Donc les recrutements, les salaires, les plannings, tout est décidé localement. Alors évidemment, ça pose énorme. Là, je crois que vous voyez comment on peut transposer ça un peu vers nos organisations. Ça pose un certain nombre de questions assez passionnantes. Alors dans le livre tel qu'il est là, c'est décrit comme un changement extrêmement positif, avec un taux de satisfaction des employés qui en fait, je crois, la numéro 1 aux Pays-Bas des entreprises. Et puis un système. En fait, ce qu'il y a aussi là-dedans, c'est un système de gestion des conflits, en fait, qui fait partie de ce système. C'est-à-dire qu'il y a toute une codification. Par exemple, quand il y a une réunion, en fait, je vais commencer plutôt au moment du recrutement. L'important est mis sur une formation extrêmement serrée au début quand vous entrez là. Et la formation, ce n'est pas une formation à vos savoir-faire d'infirmier ou d'infirmière. C'est une formation au processus et au cadre et à comment ça marche. Et donc, c'est vraiment plein de petites règles très pratiques et très simples. Par exemple, quand vous animez une réunion, si vous êtes le facilitateur de la réunion, vous n'avez pas le droit de dire bah, « tu as raison, tu as tort » ou « on décide ça », etc. Vous avez juste le droit de... Je crois que vous avez une clochette, vous pouvez arrêter les gens qui parlent trop longtemps, comme moi, là, maintenant. Et vous pouvez poser 2 questions, je crois. C'est décris ton idée, quelle est ton idée, et pourquoi est-ce que tu as cette idée. Et c'est tout. Donc vous n'êtes pas du tout un grand chef, quoi, quand vous faites ça. Vous êtes quelqu'un qui facilite le contact et l'échange.